Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Je dois avouer que je suis un peu partisan de la politique des auteurs. Je dis un peu parce que j'y mets des nuances. En fait, j'aime peut-être l'idée que soulève cette fameuse politique, même si dans les faits c'est souvent plus complexe. La politique des auteurs permet par exemple de tisser des liens entre les œuvres d'un auteur ou d'une autrice, qu'il ou elle soit réalisateur, réalisatrice, showrunner ou showrunneuse. J'aime cette forme d'analyse. Si le concept était séduisant et romantique à sa création dans les années 50, impulsé par les cahiers du cinéma, Truffaut, Godard, Chabrol en figure de proue, il souffrait de limites en invisibilisant l'aspect collaboratif d'un film et taisant ainsi les compétences et expertises de celles et ceux qui participent à sa réussite. Il a aussi forcé quelque part à mettre les auteuristes dans des bulles, les rendant intouchables ou presque, et créant une forme de snobisme culturel, façon de convoquer une élite intellectuelle comme un club très sélect. Ça c'est pour les nuances. Mais j'aime l'idée que l'on peut disséquer une œuvre par le prisme de son auteur ou de son autrice. J'aime ce jeu d'échelle où l'on réfléchit à une œuvre comme un objet à part entière, mais qu'il tient également une place dans une filmographie. J'ai cherché un équivalent à filmographie pour les séries et j'ai rien trouvé. On a bien la bibliographie pour les livres, mais pour les séries, rien. Parce que sérigraphie, ça signifie autre chose. Alors si vous avez une idée, suggestion, je suis preneur. Il y a des sections commentaires pour réagir aux épisodes du podcast, ou bien les réseaux sociaux, les liens sont disponibles dans les textes descriptifs. Mais je m'égare. Accueillir la nouvelle série 2, pour peu qu'on apprécie le travail d'une telle ou d'un tel, c'est toujours un moment un peu excitant. Et quand je parle de la nouvelle série, je ne veux pas dire l'énième production de bidule qui a un vague regard général sur le projet, mais n'écrit pas une ligne. Pendant longtemps, les noms de celles et ceux qui créaient les séries étaient quasi inconnus du grand public. Les Steven Bochco, Stephen J. Cannell, Donald Belisario, voire Dick Wolf ne donnaient guère de réaction quant à leur évocation, même si leurs œuvres, elles, étaient célèbres. Stephen J. Cannell était plus connu comme l'homme qui tape à la machine à écrire avant d'envoyer sa feuille sur l'écran à la fin d'un épisode que celui qui a créé un flic dans la mafia, Rick Hunter ou l'agence Tourisk. Les deux premiers noms que j'ai vraiment retenus quand j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement aux séries furent Chris Carter et David E. Kelley. Le premier pour X-Files et Millennium évidemment, le second pour l'ensemble de son œuvre, du moins jusqu'au début des années 2000. Parce que l'homme a été très prolifique, jusqu'au moment où les séries sont entrées dans... non pas un nouvel âge d'or, mais dans une autre dynamique culturelle. Aujourd'hui, on va mentionner E. Kelley pour Big Little Lies, alors que c'est clairement pas ce qu'il a fait de plus notable. De Picket Fences jusqu'à Boston Legal, même si j'ai de l'affection pour Harry's Law ou eu de la curiosité pour Monday Morning, c'est non seulement un sans faute artistique, mais une œuvre globale fascinante à analyser, avec des liens thématiques, stylistiques à recenser. David E. Kelley, c'est donc l'homme derrière Ally McBeal, The Practice, Chicago Hope, Boston Public, en plus de celles citées précédemment. Entre 1992 et 2008, il n'a pas régné sur les séries, mais a clairement fait partie des noms qui comptaient. Et si on a moins parlé de lui en France alors qu'on citait des David Milch, David Chase, David Simon, et qu'on avait tendance à aimer les David, c'est surtout parce que ces séries étaient diffusées sur des networks quand au début des années 2000, tout le monde n'avait d'yeux que pour le câble et HBO. Vous sentez un peu d'agacement et de mesquinerie ? C'est tout à fait normal. Et donc vous allez me dire, si tu chouines qu'on ne reconnaisse pas l'auteur à sa juste valeur, pourquoi tu as attendu autant de temps pour en parler alors que tu as déjà fait un épisode sur The Wire ? Bah je sais pas. Mais je le fais maintenant, tout de suite, avec une séquence d'Ally McBeal. C'est le moment où on ne choisit pas la plus joyeuse des chansons de Noël. Here's a little something. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, wish I had a river I could skate away on. Up and down, down, up and down.
Saison 4, épisode 6. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Ally McBeal, c'est une série diffusée entre 1997 et 2002 avec Calista Flockhart dans le rôle principal. Ally est une jeune avocate brillante dans un cabinet un peu loufoque de Boston et sa vie se partage entre son travail et sa recherche du prince charmant. Série procédurale avec son affaire à chaque épisode, mais aussi comédie romantique à tendance un peu hurluberlue où les pensées de son héroïne se retrouvent matérialisées à l'écran. Au fil des saisons, Ally McBeal devient plus chorale, plus uniquement centrée sur la jeune femme, mais sur une galerie de personnages aux comportements souvent improbables. C'est-à-dire que l'on retrouve ainsi la patte David et Calais, les salles de tribunaux, des affaires qui viennent fouiller dans notre morale, notre civisme, la société pour en relever les contradictions et les carences, un appétit pour un humour non-sensique et des personnages pittoresques, le tout emballé dans un style pop et énergique. Ikele sait aussi être plus sérieux, voire grave, mais il le réserve pour des séries comme The Practice ou Chicago Hope. Même si Ally McBeal a su aussi aborder des thématiques plus sérieuses. En fait, vous savez quoi ? Regardez toutes ces séries citées dans cet épisode, vous vous ferez du bien. Nous sommes donc en saison 4, la meilleure saison, et Ally a un nouveau et génial love interest, Larry. Et on comprend parce qu'on serait aussi un peu amoureux de Larry. Déjà parce qu'il est joué par Robert Downey Jr., bien avant qu'il devienne Tony Stark chez Marvel. Ensuite, parce que le personnage est merveilleusement écrit et qu'il forme un couple parfait avec Ally. Il n'a pas fallu beaucoup d'épisodes pour qu'on ait envie de les shipper, ces deux-là. Leur douce folie mutuelle s'associe très bien, si on devait résumer. Et aussi parce que Larry s'est fait passer dans les premiers épisodes pour le nouveau psy d'Ally, alors qu'il est avocat et occupait seulement les anciens bureaux. Éthiquement parlant, ce n'est pas bien, ne faites pas ça. Dans une fiction, c'était génial. Bref, Ally et Larry, c'est le couple le plus obvious de la télé américaine, et on est heureux. Dans cet épisode, Noël approche. L'avocate a toujours célébré cette période, se plongeant dans son esprit corps et âme. Tout y passe. Le sapin, les guirlandes, le lait de poule, les chants, la totale. Sauf que Larry déteste Noël. Avant de l'accuser d'être un pisse-froid, il faut savoir pourquoi et on l'apprendra dans l'épisode. Il révèle à Ally qu'il a un fils, Sam, et qu'il avait l'habitude de fêter Noël avec lui. Et donc aujourd'hui, tout ce qui touche de près ou de loin au fameux esprit, c'est du sel jeté sur la plaie. Alors Ally essaye à la fois de lui remonter le moral et d'infuser quelques gouttes de Noël en lui. Et comme très souvent dans la série, ça passe par une chanson. Car si Ally McBeal n'est pas à proprement parler une comédie musicale, beaucoup de gestion de l'émotion et des sentiments passe par la chanson. La musique est un exutoire, et c'est exactement l'objet de la séquence de ce moment. Après avoir cherché en vain une chanson qui pourrait le réconcilier avec Noël, Ally laisse Larry derrière le piano pour les faire pipi. Voilà donc l'avocat, seul derrière le piano du bar, profitant de la solitude pour s'imaginer en plein concert. On aurait fait pareil, ne nous mentons pas. Rien qu'avec un micro et puis Just Sing sur PlayStation, on se prend pour Céline Dion sur la Tour Eiffel. Ou alors c'est que moi. Ce n'est pas que moi. En plus, je me prends plus pour Bruce Dickinson d'abord. Bref, Larry débute une reprise de River de Johnny Mitchell. Et la magie opère. Vous avez entendu l'extrait, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Et c'est bien Robert Downey Jr. qui chante. Si on le connaît évidemment comme acteur, l'homme a toujours eu un penchant pour la musique et a même sorti un album solo en 2004, The Futurist, ça se trouve sur Spotify ou Apple Music. Il chantait également avant Ally McBeal au cinéma, dans Chaplin par exemple. Donc Robert qui chante, c'est hyper convaincant. Il fera un duo avec Sting un peu plus tard dans la saison, très chouette également. Mais le choix de la chanson n'est pas anodin évidemment. Un titre qui parle de solitude pendant les fêtes de Noël, de regret, voire d'un sentiment de culpabilité, à ce niveau c'est quasi autobiographique pour Larry. À ce jour, je ne sais pas si la chanson a motivé l'écriture du personnage ou si le personnage a motivé le choix de la chanson. Mais comme David Ekili a souvent utilisé la musique comme outil narratif, la réponse se trouve peut-être entre les deux. Depuis le début de la saison, on sait que Larry est un personnage avec un bagage douloureux qu'il dissimule le plus souvent. Il s'est créé une sorte de carapace qu'Ally va progressivement percer jusqu'à dévoiler ses failles et fêlures. Dans cette optique, on peut imaginer que la chanson a permis d'aborder plus frontalement ces zones d'ombre, encore une fois, que la musique serve d'exutoire à l'expression des émotions. Ce qu'on attend généralement d'une comédie musicale, comme l'épisode Once More with Feelings de Buffy, où la musique pousse les personnages à révéler ce que l'on tait aux autres, mais cette fois avec des chansons existantes. Comme Moulin Rouge du coup, mais avant Moulin Rouge. J'ai déjà mentionné combien le choix d'une chanson pouvait s'avérer extrêmement judicieux pour l'exploitation émotionnelle d'une scène. Il s'agissait de Skins, saison 2, épisode 7 du podcast, si vous ne l'avez pas écouté. La musique possède ce pouvoir de provoquer des émotions comme rarement. Alors quand en plus elle véhicule des éléments narratifs propres au personnage ou à la série, alors on atteint une sorte de symbiose. Et finalement, ce qui fonctionne aussi bien, c'est qu'on a tous été dans la position de Larry.
pas derrière un piano ni un micro, mais à choisir une chanson comme bande originale de notre vie. Celle qui reflète notre état émotionnel à un instant T. Il y a les chansons qui provoquent des réactions, celles sur lesquelles on a envie de danser ou de s'exprimer, celles que l'on chante à tue-tête dans notre voiture ou sous la douche, et les autres qui agissent comme une ambiance, que ce soit un trajet mélancolique en train, le visage contre la vitre du wagon à regarder défiler le paysage, ou encore une violente neurasthénie qui nous accable et qu'on ne cherche même plus à combattre allongé dans notre lit ou sur le canapé. Est-ce que l'on écoute une chanson déprimante quand on va mal, ou au contraire va-t-on essayer de lutter au moyen d'un titre joyeux et entraînant ? Personnellement, je suis Team Larry, et très souvent les chansons tristes sont les plus belles. Celle de Joni Mitchell est évidemment bouleversante, mais dans ce contexte, chantée par ce personnage, ça apporte quelque chose en plus. Une couche supplémentaire qui vient communiquer avec d'autant plus de force l'émotion et la signification de ces mots. Enfin, il existe une dimension plus méta qui dépasse la fiction. À cette époque, Robert Downey Jr. traversait des moments difficiles, luttant contre plusieurs addictions principalement liées à l'alcool et aux drogues. Une dépendance qui lui a causé de nombreux problèmes récurrents, affectant tous les aspects de sa vie. Au moment de cette 4e saison d'Ally McBeal, la situation personnelle de Robert Downey Jr. était toujours instable, mais David E. Kelley a tout de même misé sur lui, avec des conditions évidemment. L'acteur a grillé un premier joker après une arrestation pour possession de cocaïne et de Valium à Palm Springs, en Californie en novembre 2000. En avril 2001, il est de nouveau arrêté, cette fois pour être sous l'influence de substances lors d'un test de routine. La fois de trop pour le showrunner qui renvoie l'acteur et met ainsi un terme à la relation entre Ali et Larry, ce qui brise le cœur de tous les fans, leur relation étant prévue pour durer. Encore une fois, je ne peux pas dire ce qui a motivé le choix de cette chanson, mais elle prend encore une autre dimension quand on connaît les difficultés que traversait l'acteur et qu'on les met en relation avec les mots ainsi exprimés. De là à dire qu'une sorte de connexion émotionnelle s'est créée entre Robert Downey Jr. et la chanson qui lui a permis de produire une performance qui sonne si authentique, je ne sais pas. Mais quelque part, j'ai envie d'y croire. Toujours est-il que rarement une chanson chantée dans une série n'aura procuré autant de frissons. Et probablement que rarement une chanson non originale à la série n'aurait eu un impact narratif aussi grand. C'est le moment où Robert Downey Jr. chante une chanson. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!